Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un épisode explosif et bouleversant de Ici tout commence, le numéro 1230, diffusé ce mercredi 30 juillet 2025 sur TF1. D'un côté, un scandale de triche qui éclate au grand jour. Clotilde et Tessier se dressent avec force contre Étienne et le jury, mettant en lumière un sabotage volontaire qui pourrait bien faire voler en éclats toute l'intégrité du championnat. Le nom de Melchior est sur toutes les lèvres mais la vérité serait bien plus vaste, plus sombre et plus personnelle qu'il n'y paraît. En parallèle, la guerre est officiellement déclarée entre Tessier et Cardone. Une simple rumeur sur la santé du chef déclenche un tsunami d'accusations, d'alliances douteuses et de confrontations explosives. Léonard, Clotilde et Emmanuel sont prêts à tout pour découvrir la vérité mais tous ne sortiront pas indemnes de ce bras de fer. Et ce n'est pas tout. Mathilde, prise dans l'engrenage de la vengeance, fait une révélation choc, c'est elle qui a orchestré la fuite sur la sclérose de Tessier. Résultat ? Une exclusion immédiate et peut-être la fin de ses rêves. De leur côté, Olivia et Claire sont à un tournant décisif. Entre rêves culinaires et vertiges logistiques, le lancement de leur restaurant, VG Carne, se transforme en épreuve de couple et si l'ambition les menait tout droit vers l'échec ? Enfin, entre Lionel et Amy, c'est bel et bien fini. Et dans le cœur de Lionel, une autre complicité se tisse en silence, Thelma. Bref, trahison, manipulation, émotions brutes et secrets de famille sont au menu de cet épisode haletant. Alors restez avec nous jusqu'à la fin pour tout comprendre, car cet épisode pourrait bien marquer un tournant majeur dans l'histoire de Castelmont et de l'Institut Auguste Armand. C'est parti. Dans la grande salle du château, l'atmosphère est électrique. Clotilde et Tessier, unis dans une même détermination, font face à Étienne et au président du jury, leurs visages fermés, leurs regards tranchants comme des lames. Sur la table, une assiette encore fumante repose sous la lumière crue, le « salsifis des prés au miel des montagnes », plat signature de la brigade injustement pénalisée. Tessier, les bras croisés, ne dit rien pour l'instant. Clotilde, elle, garde ce calme tendu qui précède les tempêtes. Une équipe a reçu 15/20 de la majorité du jury sauf un. 6 sur 20. Elle marque une pause, son regard vrillé sur Étienne. On veut comprendre. Le président du jury tente de se défendre, évoque la subjectivité, le goût personnel, l'audace mal maîtrisée. Mais ces mots résonnent creux. Alors, sans un mot, Clotilde lui fait signe de goûter. Étienne, d'abord hésitant, prend une bouchée. Le silence s'épaissit. Puis, lentement, il redresse la tête. C'est impressionnant. Fin, équilibré, parfaitement exécuté. Le mot claque comme une gifle dans la pièce. Et tout le monde comprend. Le plat n'a pas été jugé pour ce qu'il était. Les visages se figent, les regards s'échangent. Le doute n'est plus permis, chef Melchior a triché. Il a volontairement saboté la notation. Mais la question, désormais, dépasse la simple trahison culinaire. Tessier, glacé, murmure presque. Il n'aurait pas fait ça tout seul. Clotilde acquiesce, les mâchoires serrées. Quelqu'un a tiré les ficelles. Quelqu'un voulait que notre brigade chute. Une nouvelle chasse commence. Le jeu de dupes vient de changer de niveau. Ce n'est plus une compétition culinaire. C'est une affaire de sabotage, de manipulation et peut-être bien de vengeance. Et Tessier, le regard noir, c'est une chose, il ne lâchera rien tant que la vérité ne sera pas mise à nu. Dans une ruelle paisible, légèrement en retrait de l'agitation du centre-ville, Olivia s'arrête devant une devanture vieillissante mais pleine de potentiel. Derrière la vitre poussiéreuse, on devine l'ancien charme d'un petit restaurant, laissé en suspens, comme en attente d'une nouvelle histoire. Regarde ça, Claire. Sa voix tremble d'excitation. Les yeux brillants, Olivia sort une fiche d'agence de sa sacoche. Elle l'attend à Claire avec un sourire presque enfantin, comme si elle lui confiait un secret précieux. Il est à vendre. Et à ce prix-là, c'est une aubaine. C'est exactement ce qu'il nous faut pour le VG Carne. Une cuisine ouverte, une salle pas trop grande, une terrasse possible, il est parfait. Claire regarde le lieu, silencieuse.
Elle observe, note chaque détail, mais ses traits restent figés. Le propriétaire veut signer vite. Si on se décide dans la semaine, on peut commencer les travaux tout de suite. Et dans 3 semaines on ouvre. Olivia rayonne, déjà en train d'imaginer les plats qu'elle pourrait servir, les premières soirées d'ouverture, l'odeur du pain chaud et des légumes rôtis, l'ambiance conviviale qu'elles ont toujours rêvé de créer ensemble. Mais Claire, elle, reste en retrait. Elle regarde la façade, puis le trottoir désert, comme si elle y cherchait une réponse. Puis elle se tourne enfin vers Olivia, plus mesurée. C'est allé vite, non? Tu es sûre qu'on est prête? Olivia fronce légèrement les sourcils, troublée par la réserve dans la voix de sa complice. Claire continue, doucement. J'adore l'idée, tu le sais. Mais ouvrir un resto, ça ne se fait pas sur un coup de cœur. 3 semaines, c'est court. Trop court. Et ce n'est pas qu'une question de logistique. C'est un engagement total. Une course sans pause. Le silence qui suit est tendu, fragile. 2 visions qui s'écartent d'un demi-pas, mais qui ne veulent pas encore se tourner le dos. Olivia déglutit. Elle comprend. Mais elle ne veut pas renoncer. Et Claire, elle, sent déjà le poids des choix à venir. Parce que parfois, entre l'élan du rêve et la réalité de sauter, il y a un vertige qu'on ne peut pas ignorer. En fin de journée, alors que la lumière dorée s'infiltre doucement à travers les vitres du bar, Jude attend, bras croisés, un sourire discret au coin des lèvres. L'endroit a changé, mais sans perdre son âme. Les lumières ont été adoucies, les tables légèrement déplacées, et dans un coin cosy, une banquette basse entourée de coussins moelleux invite à la détente. Juste à côté, un flipper flambant neuf trône fièrement, coloré, prêt à sonner et clignoter au moindre jeton. Quand Lionel pousse la porte, il s'arrête net. Son regard balaie la pièce, et un large sourire se dessine sur son visage. Waouh! T'as tout refait? Jude s'approche, un peu fier, un peu nerveux. Il hoche la tête, puis l'emmène faire le tour. J'avais envie d'un coin plus chill. Un endroit où les gens peuvent vraiment se poser, pas juste boire un verre debout. Et puis le flipper, c'est pour le fun. Je me suis dit que ça mettrait un peu d'ambiance. Lionel s'approche du flipper, passe une main sur les boutons comme on caresserait une relique. Il lance un regard complice à Jude. C'est top, mec. Vraiment. On s'y sent bien. C'est toi, mais en version encore plus cool. Jude esquisse un sourire, soulagé. Il n'attendait pas forcément de validation mais venant de Lionel, ça compte. Parce qu'au fond, ce petit coin, chill, ce n'est pas juste de la déco. C'est une manière de créer un lieu à son image. Et ce soir, il y a comme une chaleur nouvelle dans l'air. Comme si quelque chose venait enfin de s'installer à sa juste place. En fin d'après-midi, sur la terrasse du coffee shop, Billy sirote lentement son thé glacé, les yeux perdus dans le vide. Lionel, assis en face d'elle, observe son amie avec cette attention discrète qu'il réserve au moment où les mots peinent à sortir. Et Amy? Elle va bien? La question tombe doucement, presque l'air de rien. Mais Billy comprend qu'il ne s'agit pas d'une simple curiosité. Elle repose son verre, hésite, puis finit par sourire. Pas un grand sourire, mais un de ceux qui disent à la fois « je suis contente pour elle » et « j'aimerais en être là aussi ». Elle a fait une rencontre. Un mec, un peu plus âgé, mais hyper calé dans la restauration. Il a adoré son idée de bar à yakitori. Lionel relève la tête, visiblement surpris. Sérieux? Quelqu'un qui croit à fond dans son projet? Billy hoche la tête, un brin admirative. Ouais. Et elle aussi, elle y croit à nouveau. Il l'écoute, il la challenge, il voit son potentiel. C'est pas juste des compliments en l'air, tu vois. Il s'intéresse vraiment à ce qu'elle construit. Un silence s'installe. Lionel acquiesce lentement, pensif. On sent chez lui un mélange d'émotions, de l'intérêt sincère, sans doute un peu de trouble aussi. Billy le regarde du coin de l'œil, puis ajoute, avec douceur. Ça t'embête? Lionel ne répond pas tout de suite. Il esquisse un sourire timide.
Non. Enfin un peu. Mais c'est bien qu'elle avance. Elle mérite d'avoir quelqu'un qui la soutient. Billy ne dit rien, mais elle sait. Elle sait que Lionel porte encore un petit morceau d'émie dans un coin de lui. Et que parfois, les bonnes nouvelles laissent aussi un goût étrange dans la bouche de ceux qui restent. Dans le bureau de Castelmont, l'ambiance est plus tendue que jamais. Tessier fait les 100 pas, son téléphone à la main, les mâchoires crispées. Sur l'écran, les notifications se succèdent sans relâche, des commentaires, des partages, des captures d'écran. Le post a fait le tour des réseaux sociaux en quelques heures à peine. Emmanuel Tessier atteint de sclérose en plaques ? Le titre s'étale, sec, sans nuance, comme un couperet. Il faut faire sauter ce post. Maintenant. La voix de Tessier est tranchante, presque rageuse. Ce genre de rumeur, c'est la fin de tout. Qui va encore me faire confiance s'il pense que je suis malade ? Clotilde, à ses côtés, tente de garder son calme. Elle connaît la gravité du sujet, mais elle sait aussi que répondre dans la précipitation ne ferait que nourrir le feu. Elle pose une main sur son bras, douce mais ferme. Emmanuel, on va gérer. Mais on ne peut pas juste claquer des doigts pour faire disparaître Internet. Il la repousse légèrement, les yeux brûlants de fureur et d'humiliation. Ce n'est pas seulement une rumeur, c'est une intrusion dans ce qu'il a voulu garder secret, ce qu'il ne voulait partager qu'avec ceux qui comprennent. Là, c'est son autorité qui vacille. Son image. Son pouvoir. À cet instant, la porte s'ouvre sans prévenir. Léonard entre, essoufflé, le regard grave. Il serre un peu trop fort son téléphone dans la main. Il faut que je vous parle. C'est important. Tessier lève un sourcil, toujours à vif. Si c'est encore pour jouer les justiciers de l'Institut, c'est pas le moment. Mais Léonard, cette fois, ne recule pas. Il s'approche et lance d'une voix ferme. J'ai vu Cardone remettre une enveloppe à Ismaël. Elle lui a dit qu'elle comptait sur lui. Et il lui a répondu qu'il allait le faire. Clotilde se redresse, soudain glacée. Tessier s'immobilise. De quoi tu parles ? Demande-t-elle, la voix plus basse. Je crois qu'il y a un arrangement. Un sale deal. Je sais pas ce qu'il prépare exactement, mais vu la tournure des choses, ça pourrait avoir un lien avec cette histoire de poste. Tessier reste silencieux quelques secondes. Puis un éclat froid traverse ses yeux. Si c'est elle qui est derrière ça, elle ne sait pas à qui elle a affaire. Le doute n'est plus permis. Entre les rumeurs publiques et les alliances souterraines, la guerre est ouverte. Et Tessier, blessé dans sa chair et son orgueil, est prêt à tout pour reprendre le contrôle. Au comptoir du bar, l'ambiance est calme, presque ouatée, bercée par le cliquetis des verres et le bruissement feutré des conversations en arrière-plan. Thelma, fraîchement débarquée, demande simplement une eau pétillante à Jude, l'air tranquille mais attentive. Elle s'apprête à repartir, quand elle aperçoit Lionel, assis un peu plus loin, seul, le regard dans le vide, une main autour d'un verre à moitié plein. Elle s'approche doucement. « Tu veux que je te tienne compagnie ?» Lionel relève les yeux, un peu surpris, puis hoche la tête avec un demi-sourire fatigué. Elle s'assoit à ses côtés. Et après quelques secondes de silence, il finit par lâcher. C'est fini avec Amy. Sa voix est basse, presque noyée. Thelma l'observe, sans le couper. Je croyais qu'on allait tenir. Et maintenant, je suis là, à me demander au bout de combien de temps je vais arrêter d'avoir ce vide. Elle l'écoute, sincèrement touchée. Et puis, avec ce ton doux et un peu farfelu qui lui est propre, elle lance. Tu veux un vrai conseil ? Va voir ma voyante. Elle est un peu étrange, mais elle m'a aidé à y voir clair plus d'une fois. Lionel hausse un sourcil, amusé malgré lui. Une voyante ? Ouais. Elle lit les cœurs comme d'autres lisent les lignes de la main. Et parfois, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui croit que tout ça a un sens. Lionel sourit, plus franchement cette fois. Ce n'est pas une promesse de guérison, mais c'est une main tendue. Et en ce moment, c'est déjà beaucoup. Pendant ce temps, ailleurs, l'ambiance est d'une toute autre intensité. Dans une pièce reculée de Castelmont,
Tessier entre en trombe, les traits durs, suivis de Clotilde et Léonard, droit comme un piquet malgré la tension qui lui noue le ventre. Cardone est déjà là, assise, le visage impassible. À ses côtés, Ismaël, visiblement mal à l'aise, se lève à leur arrivée. Tessier ne tourne pas autour du pot. Vous avez fait circuler une rumeur sur ma santé. Et vous avez tenté de manipuler cette épreuve avec des petits deals sans douce. Cardone arque un sourcil, faussement choqué. Des accusations sans preuve, ça devient une habitude chez toi, Emmanuel. Mais Léonard, lui, garde la tête haute. J'ai vu l'échange. Je vous ai entendu. Ismaël baisse les yeux. Il ne dit rien. Le silence qui s'abat est éloquent. Tessier s'approche, son regard planté dans celui de Cardone. Il ne crie pas. Il murmure, mais chaque mot est tranchant. Si vous voulez me détruire, vous allez devoir faire mieux que ça. Et vous avez intérêt à faire vite, parce que moi, je vais commencer à parler. Cardone reste figé, mais dans ses yeux, une faille s'ouvre. Le jeu a changé de terrain. Et cette fois, c'est la vérité, non plus les stratégies, qui s'invitent à la table. Dans le silence pesant de la salle, les tensions viennent de culminer. Tessier, Clotilde et Léonard font face à Cardone et Ismaël. L'accusation est grave, la scène tendue, et les regards sont acérés comme des lames. Mais alors que le doute pèse sur chaque geste, chaque parole, Cardone décide de briser le silence. Elle inspire lentement, puis s'adresse à tous, mais surtout à Léonard. L'enveloppe que j'ai remise à Ismaël, c'était une lettre. Pour mon fils. Pour Ethan. Sa voix ne tremble pas, mais derrière son calme, on devine une faille douloureuse. Elle continue, plus bas. Il ne veut plus me parler. Et je n'ai trouvé que ce moyen-là pour essayer de lui dire les choses. Ismaël est un ami d'enfance. Il est le seul à pouvoir lui remettre ce courrier sans qu'il le jette à la figure. Un silence s'installe. Léonard reste figé, pris de court. Tessier, lui, l'observe en silence, l'air plus méfiant que convaincu. Clotilde, en retrait, perçoit la sincérité dans les yeux de Cardone ou du moins, la douleur réelle d'une mère mise à distance. Léonard, lui, semble pris d'un vertige. Il baisse les yeux, honteux. Je suis désolé. J'ai cru autre chose. Il s'adresse aussi à Ismaël, avec une sincérité difficile à masquer. Je voulais juste comprendre ce qui se tramait. J'ai peut-être été trop loin. Mais Ismaël ne décolère pas. Son regard est dur, chargé d'une rancune froide. T'as pas, peut-être, été trop loin. Tu m'as regardé comme si j'étais une balance. T'as jeté le discrédit sur Cardone alors que t'avais rien. Il marque une pause, puis lance, blessé, amer. Tu t'es planté. Et t'as pas idée de ce que ça coûte, ce genre d'erreur. Léonard encaisse sans mot dire. Il sait qu'il a franchi une ligne. Et même si ses intentions étaient bonnes, le mal est fait. Dans cette pièce, plus que la vérité, ce sont les conséquences de la suspicion qui s'imposent désormais. Et certaines blessures, même sans trahison réelle, laissent des traces difficiles à effacer. Dans le salon lumineux de la maison, Claire se tient debout, une tasse à la main, nerveusement. En face d'elle, Alice est assise sur le canapé, attentive, tandis que Marc, adossé à la bibliothèque, la regarde avec cette expression franche qu'il réserve aux sujets sérieux. Claire vient de tout leur expliquer, le local trouvé par Olivia, le concept du « VG Carne », l'idée d'ouvrir en 3 semaines, le feu qui la pousse à se lancer. Les mots sont sortis vite, portés par l'adrénaline, mais à mesure qu'elle parle, on sent déjà la fatigue se glisser dans sa voix. Marc est le premier à réagir. Sans détour, sans dureté, mais avec cette lucidité brutale qu'elle lui connaît si bien. 3 semaines ? T'as conscience de ce que ça implique ? Il faut recruter une brigade, tester un menu entier, s'occuper des fournisseurs, du matériel, de la com et tu crois que tu vas dormir quand, là-dedans ? Claire baisse les yeux, incapable de répondre. Il continue, plus doucement. C'est ambitieux. Très. Et même pour 2, c'est une course contre la montre. Alice intervient, posée, mais pragmatique.
Sur le plan administratif, c'est faisable. Tu peux avoir les autorisations, monter la structure juridique, ouvrir un compte pro, lancer les démarches si tu t'y mets demain, ça peut tenir. Mais elle s'interrompt, puis ajoute avec délicatesse. Ce qui va te coûter, ce n'est pas le papier. C'est le reste. Claire s'assoit enfin. Le silence s'installe. Et soudain, le poids de ce qu'elle est en train d'entreprendre lui apparaît dans toute sa clarté. Ce restaurant, ce n'est pas qu'un projet excitant. C'est un risque à 3 têtes. Sa santé mentale, qu'elle sait déjà fragile après une année éprouvante. Ses économies, qu'elle s'apprête à engloutir sans filet de sécurité. Et son couple avec Olivia, déjà mis à rude épreuve par les tensions, les non-dits, et les déséquilibres de rythme. Elle le murmure, presque à elle-même, d'une voix blanche. Si je vais au bout de ce truc, je vais y laisser des plumes. Alice s'approche et pose une main sur son bras. Marc, lui, garde le silence, mais son regard est clair, il sait qu'elle va devoir choisir. Entre la passion et la préservation. Entre la flamme et l'équilibre. Et Claire, à cet instant, sent pour la première fois que l'aventure rêvée pourrait aussi devenir une tempête dévastatrice. Dans un couloir discret du château, à l'abri des regards, Gaspard et Mathilde échangent un moment de complicité rare. Rires étouffés, mains qui se frôlent, regards qui s'attardent un peu trop longtemps. Ce n'est plus vraiment un secret, quelque chose se tisse entre eux. Une attirance, un jeu, peut-être plus. Mais ils n'ont pas vu la silhouette s'approcher dans le silence. Annabelle Cardone surgit, les bras croisés, le regard aussi froid qu'un couperet prêt à tomber. Mathilde. Gaspard. On dirait que vous avez du temps à perdre. Les 2 élèves se figent. Le charme du moment se brise net. Mais avant même que Cardone n'ait le temps de poursuivre, Mathilde, visiblement prise à la gorge, fait ce qu'elle n'avait jamais osé jusqu'ici. Elle avoue. La voix tremblante d'abord, puis plus claire, comme un barrage qui cède d'un coup sous la pression. C'est moi. C'est moi qui ai posté le message sur les réseaux sur la sclérose de Tessier. Un silence coupant s'abat. Gaspard la regarde, choqué. Cardone, elle, ne scie pas. Mathilde continue, les yeux humides mais fiers, comme si elle refusait de se cacher davantage. Et le pendu dans la chambre de Léonard, c'était moi aussi. Je voulais qu'il comprenne ce que ça fait, l'humiliation. Ce qu'on ressent quand on nous regarde de haut. Mais elle ne trouve aucun écho dans les yeux de Cardone. Juste une colère froide, implacable, nourrie de déception. Tu as sali ce concours. Tu as franchi toutes les limites. Et tu l'as fait sous mon nom. Cardone s'approche d'un pas. Tu es exclu du championnat. Immédiatement. Et je vais m'assurer que tu ne remettes plus jamais un pied dans mon école. Mathilde encaisse, droite, sans répondre. Elle sait. Elle a perdu. Pas seulement un concours. Pas seulement une place. Elle a perdu la confiance de la seule femme qu'elle admirait. Et peut-être aussi Gaspard. Il reste là, immobile, les mots bloqués au fond de la gorge, déchirés entre la loyauté et la trahison. Et pendant que Mathilde s'éloigne, seule, dans un silence pesant, la chute vient d'effacer en un instant tous ses calculs, tous ses ressentiments. Le poison de la vengeance n'épargne jamais ceux qui le manipulent trop longtemps. Dans la cuisine de leur maison, la lumière du matin filtre à travers les rideaux, douce mais incertaine à l'image de la conversation qui s'installe. Claire, les bras croisés, adossée au plan de travail, fixe Olivia qui termine de ranger quelques papiers liés à l'ouverture du restaurant. L'excitation d'Olivia est palpable, mais Claire, elle, reste figée, comme si quelque chose l'empêchait de respirer pleinement. Olivia, j'ai besoin de te dire un truc. Olivia relève les yeux, attentive. Claire inspire profondément, puis lâche, d'un ton plus fragile qu'elle ne l'aurait voulu. J'ai l'impression que tout va trop vite. Ce resto, l'ouverture dans 3 semaines, le recrutement, les travaux, les menus, la com, j'ai peur qu'on se foire. Vraiment. Le mot est tombé, brut. Se foirer. Et dans la bouche de Claire, il résonne comme un aveu. Non pas d'un manque de compétences, mais d'une peur sourde,
qui l'envahit depuis des jours sans qu'elle ose la nommer. Olivia pose lentement les papiers, puis s'approche. Elle ne rit pas. Elle ne balaie pas ses doutes. Mais sa voix est ferme, habitée d'une foi que Claire n'a pas encore retrouvée. Tu fais ce que tu fais toujours, Claire. Tu visualises le pire. Tu t'imagines les murs qui s'effondrent, les clients absents, la carte bancale, et toi à bout de force. Claire détourne légèrement les yeux, blessée de se sentir si transparente. Olivia poursuit, plus douce. Et si, pour une fois, tu envisageais que ça se passe bien? Que les gens aiment notre cuisine? Qu'on ait du monde? Que tu sois fière de toi? Un silence s'installe, chargé de tout ce qu'elle n'ose pas encore dire. Claire murmure alors, presque à mi-voix. J'ai peur que ça nous détruise. Que je m'y perde. Qu'on se perde, nous. Olivia s'approche davantage, pose une main sur la sienne. Son regard est tendre, mais déterminé. Alors on ralentit. On ajuste. Mais on ne renonce pas. Parce que moi, je crois en nous. Et je crois en ce rêve-là. Claire la regarde longuement. Et même si ses peurs ne disparaissent pas, même si le vertige est toujours là dans les yeux d'Olivia, elle retrouve un peu de l'élan qui lui manquait. Rien n'est sûr. Rien n'est gagné. Mais peut-être qu'à deux, le risque devient un peu plus supportable. Le fracas sourd de la porte réfrigérante qui se referme résonne comme une sentence. Lionel et Thelma, tout juste entrés pour récupérer des bocaux, se figent. Lionel se précipite sur la poignée, tente de l'ouvrir en vain. C'est bloqué. Le silence glacial de la chambre froide s'installe. L'humidité colle à la peau, le souffle devient plus court. Thelma garde son calme, inspecte les lieux, cherche un déclencheur, un loquet, une faille. Lionel, lui, commence à s'agiter. Faut sortir d'ici. Tout de suite. Sa voix monte d'un cran. Sa respiration s'accélère. Thelma tente de le rassurer, mais Lionel vacille. Une crise de panique s'empare de lui, brutale, irrationnelle. Il tourne en rond, le front en sueur malgré le froid, les mains tremblantes. Dans sa précipitation, Thelma fait tomber une casserole, le contenu rouge éclate contre elle. De la sauce tomate, éclaboussée partout, sur son tablier, ses bras, son visage. Elle pousse un soupir, mi-exaspéré, mi-incrédule, puis tente de secouer Lionel par l'épaule. Regarde-moi, respire. Respire avec moi. On va s'en sortir. Mais il n'entend plus. Il est enfermé autant dans sa tête que dans cette pièce. Et soudain, un bruit. Un déclic. La porte s'ouvre à la volée. Gaëtan. Il les découvre, Lionel recroquevillé au sol, pâle comme un linge, et Thelma, rouge de sauce, les yeux écarquillés. Bordel, vous allez bien? Il les aide à sortir sans attendre. Lionel tremble encore, mais l'air frais du couloir le réveille. Thelma souffle, épuisée. Ce qui devait être une simple course est devenu un huis clos infernal. Pendant ce temps, dans le bureau boisé de Castelmont, Ferdinand affronte son père. Étienne est debout, les bras croisés, aussi rigide que les murs qui l'entourent. On doit porter plainte contre le chef Melchior. Il a saboté le championnat. Il a mis l'école en danger. Étienne ne dit rien, mais son visage se ferme. Ferdinand insiste, plus dur. Qu'est-ce que tu me caches, hein? Tu sais des choses sur Melchior. Tu le protèges, pourquoi? La réponse d'Étienne est cinglante, détournée. Tu t'occupes de la logistique. C'est tout. Mais Ferdinand ne baisse plus les yeux. Il s'avance, frontal. Et si je suis pas d'accord? Étienne soutient son regard. Froid. Inflexible. Alors ça va très mal se passer entre nous. Le message est clair, le pouvoir ne se partage pas chez les Castelmont. Mais Ferdinand, pour la première fois, ne semble pas prêt à se taire. Une fracture vient de s'ouvrir. Et dans cette famille, chaque mot est un risque de guerre. Voilà, c'était le résumé détaillé, palpitant et riche en révélations de l'épisode 1230 d'Ici tout commence,
diffusé ce mercredi 30 juillet 2025. Entre l'humiliation publique orchestrée par Mathilde, l'affrontement à couteau tiré entre Tessier et Cardone, les doutes déchirants de Claire face au projet de restaurant, et les fractures de plus en plus visibles dans la famille Castelmont, cet épisode aura été un véritable condensé de tensions, de douleur et de vérité qui éclatent au grand jour. La suite s'annonce encore plus intense, les masques tombent, les alliances se brisent, les cœurs vacillent, et la guerre de l'ombre ne fait que commencer. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que Cardone est vraiment sincère avec sa lettre à Ethan? Claire va-t-elle renoncer à son rêve? Et Ferdinand, osera-t-il enfin braver l'autorité de son père? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager autour de vous pour ne rien manquer de la suite. On se retrouve très vite pour le prochain épisode et croyez-moi, le feu ne fait que commencer à brûler dans les cuisines de Castelmont. À bientôt.